Je crois avoir compris que la neutralité elle-même, ou appelons-la la politique de l'acteur tiers, est la chose la plus naturelle au monde. Vous savez, nous, surtout en Occident, avons tendance à penser, ou les gens, certains spécialistes des relations internationales, ont tendance à penser, que le monde est divisé en camps, n'est-ce pas? Autrefois, c'était capitaliste contre communiste. Aujourd'hui, ce sont les démocraties libérales contre les autocraties. Cette pensée binaire est une manière très euro-atlantique de voir le monde. Mais en même temps, nous avons aussi une longue histoire d'États qui ne suivent pas cette logique et qui ont en fait ce concept de neutralité qui est ancien. Il est très ancien, 800 ans, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Dans certains contrats et traités entre États, c'est encore plus ancien. Cela remonte à 1000, voire 1200 ans. Et si l'on se tourne vers l'Inde antique et la Grèce antique, on trouve des versions antérieures de la pensée sur la neutralité et sur la manière dont les États non partis à un conflit devraient interagir avec ceux qui y sont impliqués. Mais l'essentiel, c'est que cela émerge naturellement. L'idée que, si deux États sont en conflit l'un avec l'autre, en guerre, et qu'il existe alors des États tiers qui souhaitent rester en dehors de cela, pour des raisons stratégiques ou même morales, c'est quelque chose de très ancien. Effet intéressant, la neutralité devient toujours un sujet de relations internationales et de politique mondiale en temps de conflit. Ici, si vous utilisez ce logiciel appelé Google Ngram Viewer, ce que vous pouvez faire, c'est saisir des termes dans le champ de recherche. Puis ce logiciel Ngram Viewer vous montrera à quelle fréquence ce terme apparaît au fil du temps dans l'ensemble des livres que Google a numérisés, n'est-ce pas? Google a numérisé des millions et des millions de livres, pratiquement tout ce qu'ils ont pu trouver ou obtenir. Eh bien, que pour des raisons de droit d'auteur, Google ne puisse pas rendre les livres eux-mêmes disponibles. Ils peuvent rendre les métadonnées les concernant accessibles. Et ce que cet outil vous permet de faire, c'est de rechercher des termes. Donc, si nous recherchons les termes pays neutre et non-alignement, l'image que nous obtenons est la suivante. La ligne bleue représente le terme pays neutre et la fréquence à laquelle il apparaît par rapport à tous les autres mots dans tous les livres de cette année-là. Ensuite, la ligne rouge ici représente le terme non-alignement. Ainsi, avec cet outil, nous pouvons suivre certains concepts au sein de l'historiographie, dans ce cas, de la langue anglaise. Cela n'est bien sûr valable que pour les livres en anglais. Mais c'est assez intéressant, car on constate que le terme pays neutre connaît toujours un pic dans la littérature anglophone, peu de temps après les grandes guerres sur le continent européen, ou même à l'échelle mondiale. Il y a un pic entre les années 1800 et 1820. Il s'agit bien sûr des guerres napoléoniennes. Ensuite, cela diminue, puis il y a une légère hausse autour de la guerre de Crimée, et ensuite une forte augmentation juste avant la Première Guerre mondiale, puis à nouveau une forte hausse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les périodes où l'on a commencé à publier abondamment sur la neutralité et les États neutres. Ce que l'on constate également ici, c'est que le terme non-alignement est relativement récent. Il n'existait pas avant les années 1950. Il était pratiquement inconnu. Et ce n'est qu'après les années 1950 que l'on trouve des exemples où le non-alignement est systématiquement abordé dans la littérature anglophone. Pour l'instant, la chronologie s'arrête ici, en 2020 ou 2021, mais je vous garantis que nous verrons une nouvelle hausse juste ici, dès que les données nécessaires seront disponibles. Le conflit engendre la neutralité, et il engendre la neutralité naturellement. Neutralité de pensée, neutralité de réflexion, neutralité dans les publications et dans l'ensemble du débat public à ce sujet. C'est un phénomène naturel,
parce que les gens ne sont pas stupides. Les gens discutent, et nous discutons dans les cercles académiques des phénomènes que nous observons dans le monde international. Maintenant, l'un de mes arguments, et l'une des choses que j'essaie d'affirmer, c'est que si nous considérons la neutralité comme une politique étrangère adoptée uniquement par quelques petits États comme la Suisse, l'Autriche, l'Irlande, la Moldavie, etc., alors nous sous-évaluons ou sous-estimons systématiquement l'ampleur réelle du phénomène lui-même, car il est bien plus vaste que les seuls États qui se déclarent officiellement neutres de façon permanente. The occurrence of the phenomenon itself, because it's much larger than states that declare themselves permanently neutral. This is why I rather like a three-actor. C'est pourquoi j'apprécie plutôt un modèle à 3 acteurs que j'ai essayé de créer. J'appelle cela la logique de la neutralité. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que souvent, dans les relations internationales, nous avons une situation dans laquelle il y a un belligérant, un B1, dans mon petit schéma ici, et un belligérant 2. Ces deux-là sont dans une relation bilatérale, qui est malheureusement définie par le conflit, le petit éclair ici, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est que toutes les relations internationales sont fondamentalement bilatérales. Ici, nous avons une relation bilatérale de conflit. Cela peut être une guerre commerciale, un différend commercial, cela peut être n'importe quoi, toute forme de conflit. Et bien sûr, les guerres sont la pire forme de conflit. Mais si nous acceptons que vous ayez des relations bilatérales en guerre, alors la chose la plus naturelle qui puisse arriver, c'est que d'autres États ne veuillent pas être entraînés dans ces conflits. Souvent, nous imaginons les acteurs neutres comme étant au centre. Vous savez, il y a aussi cette image mentale de la balance, n'est-ce pas? Et le neutre serait au milieu, assis sur la clôture, ne sachant pas s'il doit aller à gauche ou à droite. C'est une façon fondamentalement erronée de penser les acteurs neutres, car ils ne sont pas au centre, ils sont en réalité en dehors du conflit principal. Un acteur neutre, ici dans mon dessin, n'est pas assis au-dessus du conflit. Il est en dehors du conflit. Il est inhérent. Le fait que l'acteur A, l'acteur neutre A, entretienne une relation pacifique avec B2 et une relation pacifique avec B1 qu'il souhaite préserver, c'est cela qui constitue sa neutralité. Effet intéressant, les acteurs neutres ne sont jamais neutres vis-à-vis de leurs homologues. Ils sont toujours neutres vis-à-vis du conflit. La neutralité de l'acteur neutre A est dirigée vers le conflit, tandis que les relations avec les deux autres acteurs sont deux relations de paix. Donc en un sens, non, fondamentalement, le principal problème des acteurs neutres est qu'ils sont en paix avec des États, avec des collègues qui sont en guerre. Autrement dit, vous êtes amis avec des ennemis. Vous êtes amis avec ceux qui sont ennemis entre eux. With enemies. You're being friends with those who are enemies to each other. And out of that constellation, a lot of problems. Et de cette constellation découlent de nombreux problèmes. L'un des points que je souhaite souligner ici, c'est que, même si les acteurs neutres essaient de garder une certaine distance avec le conflit lui-même, le fait qu'ils soient liés à B1 et B2 crée ce que j'appelle une constellation conflictuelle. Un acteur neutre se trouve en dehors du conflit principal, mais à l'intérieur de la constellation conflictuelle, car B1 et B2 chercheront inévitablement à influencer l'acteur neutre A pour qu'il penche davantage de leur côté. Même s'ils acceptent qu'A ne prenne pas part à la guerre à leur côté contre l'ennemi, ils essayent toujours de faire pression sur l'acteur neutre A pour qu'il les aide plus que l'autre. Et ils affirmeront toujours que A commet, vous savez, des infractions de commerce avec l'ennemi et se trouve du mauvais côté. Parce que, naturellement, si vous êtes en guerre, vous considérez l'autre camp comme maléfique et vous-même comme bon. Et donc, si quelqu'un n'est pas de votre côté, alors il soutient en gros le camp du mal, n'est-ce pas? Cette pensée binaire, que les conflits et les guerres d'ailleurs créent naturellement, impacte aussi les acteurs neutres. Il n'existe aucun cas de guerre générale,
de grande guerre, où les acteurs neutres n'entrent pas sous pression. La chose la plus naturelle qui se produit lors de grands conflits, comme disons la guerre actuelle entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN, c'est que certains acteurs neutres vont mourir, certains vont disparaître, comme la Suède et la Finlande. Some will go away, like Sweden and Finland. They just left the pool of neutral actors. Ils viennent de quitter le groupe des acteurs neutres. D'autres subissent une forte pression, même s'ils affirment encore être neutres. Mais ces situations de conflit créent aussi toujours de nouveaux acteurs neutres. Si l'on observe par exemple la manière dont une grande partie du Sud global a réagi à la guerre en Ukraine, on constate que l'ASEAN, la Chine, l'Amérique du Sud et l'Afrique ont tous déclaré « D'accord, cela ne nous plaît pas, mais nous ne prendrons pas parti ». L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, sous la direction de la Malaisie, parle à nouveau plus activement de la neutralité de l'ASEAN, de la façon dont l'ASEAN, en tant que bloc, ne veut pas choisir de camp et continuera à commercer et à collaborer avec tous ses partenaires, y compris la Russie, la Chine et les États-Unis. With all its partners, including Russia, China, and the United States. So this action-reaction scheme here is the most fundamental. Ce schéma d'action-réaction est ici la partie la plus fondamentale de la manière dont fonctionnent les conflits. Et je tiens à souligner que ce n'est pas seulement quelque chose que les États font par principe. Il existe même des moments où des belligérants ont effectivement un statut de neutralité. Je veux souligner, en m'adressant à vous depuis Moscou, que la neutralité la plus fondamentale de la Seconde Guerre mondiale n'était pas celle de la Suisse, de la Suède ou de l'Espagne d'ailleurs, pas du tout. La neutralité la plus conséquente fut celle de l'Union soviétique avec le Japon impérial. Sur cette image, vous voyez le ministre japonais des Affaires étrangères Matsuoka signer le pacte de neutralité soviéto-japonais de 1941. Derrière lui, bien sûr, se trouvent M. Staline et M. Molotov, qui observent la scène. Et ce pacte de neutralité a permis au Japon et à l'Union soviétique de rester en paix l'un avec l'autre. Japan and the Soviet Union remained at peace with each other. An uneasy peace, not a happy peace. Une paix précaire, pas une paix heureuse. Mais ils sont restés en paix jusqu'au 9 août 1945, le jour de la seconde bombe atomique, lorsque l'Union soviétique a effectivement rompu ce pacte, ou plutôt l'a déclaré invalide, puis a déclaré la guerre au Japon. À mon avis, c'est essentiellement la principale raison pour laquelle le Japon a décidé de se rendre aux Alliés. Car à ce moment-là, même pour les planificateurs militaires, il est devenu évident qu'il n'y avait plus la moindre chance de succès. Mais cela mis à part, ce que je veux souligner, c'est que pendant toute la période de 1941 à 1945, pendant 4 longues années, nous avons eu une configuration de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle 2 des principaux belligérants, tout en se battant sur des fronts opposés, étaient en paix l'un avec l'autre. Et cette paix comptait. Et elle comptait énormément. Et nous ne réalisons souvent pas à quel point cela a été important. Imaginez une seconde que nous n'ayons pas eu ce pacte et qu'il n'y ait pas eu d'accord entre le Japon et l'Union soviétique pour rester en paix l'un avec l'autre. Et vous savez, si à un moment donné, le Japon avait attaqué l'Union soviétique et que l'Union soviétique avait attaqué le Japon, et qu'ils avaient détourné des ressources militaires du théâtre du Pacifique pour les Japonais ou du théâtre européen pour les Soviétiques vers ce conflit, n'est-ce pas? Cela aurait fondamentalement changé le cours de l'histoire. Donc il s'agissait d'un pacte de neutralité très déterminant. Et d'ailleurs, on l'appelle un pacte de neutralité. Et heureusement, même en anglais, nous en savons beaucoup grâce à votre compatriote remarquable, Feu Boris Slavinsky, qui a écrit un livre fantastique à ce sujet, le pacte de neutralité nippo-soviétique. Je pourrais vous en dire plus sur pourquoi il s'agissait d'un pacte de neutralité et non d'un pacte de non-agression. Il y a une différence entre les deux, mais laissons cela de côté. L'important, c'est que cet accord fondamental signifiait que les 2 parties contractantes ne viendraient en aide à aucun État tiers, n'entreraient pas en guerre avec un État tiers contre l'autre.
C'était le cœur, la colonne vertébrale de cette idée. Et cette idée permettait aux Japonais, comme aux Soviétiques, de garder les mains libres vis-à-vis de l'autre camp, n'est-ce pas? Et c'était une neutralité importante, décisive. Et je peux vous dire, d'après mes recherches, que les Japonais croyaient en ce pacte encore plus que les Soviétiques. Jusqu'à la toute fin, les Japonais étaient dans l'illusion que l'Union soviétique, que Staline, les aiderait à négocier une paix avec les Américains. Ce que nous savons bien sûr, à Yalta, avait déjà été écarté et des accords avaient été conclus. Mais laissons cela de côté. Je mentionne cela aussi parce que cela s'inscrit dans la raison même pour laquelle je mène ces activités d'études sur la neutralité. Il existe de nombreux exemples très intéressants de neutralité dans l'histoire mondiale, auxquels nous n'avons pas accordé suffisamment d'attention et qui nécessitent davantage de recherche. Une seule personne ne pourrait absolument pas accomplir cela. Il faut une recherche structurée. Je peux vous dire que je m'y suis penché et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui ait réellement étudié, par exemple, ce que faisait l'ambassade soviétique à Tokyo entre 1941 et 1945. Nous savons qu'ils étaient là, nous savons que l'ambassadeur Malik était à Tokyo, mais en réalité, nous ne savons pas ce que faisait l'ambassade. Nous savons seulement que l'ambassade était plutôt grande. Et nous savons que l'ambassade, bien sûr, espionnait à l'intérieur du Japon. Mais au-delà de cela, il n'existe ni livre, ni article. Et j'ai travaillé avec des collègues russes qui m'ont dit « Nous ne trouvons rien ». Il reste donc des recherches inachevées pour lesquelles il faudrait se plonger dans les archives russes et comprendre quelle a été la véritable histoire diplomatique à ce sujet. Il existe d'autres exemples dans l'histoire mondiale où des recherches systématiques sur l'effet de ces accords de neutralité seraient vraiment nécessaires. Prenez par exemple les îles Åland. Les îles Åland, situées entre la Suède et la Finlande et très proches de la Russie également, sont neutralisées depuis plus de 100 ans. Et nous n'avons aucune recherche systématique sur la façon dont cette neutralité a fonctionné au fil des décennies. Cela a été un grand succès, mais nous ne disposons pas de beaucoup de recherches systématiques à ce sujet. Et il en va de même pour d'autres cas de neutralité peu médiatisés au cours des 100 à 150 dernières années. Il reste donc beaucoup de travail à accomplir. J'insiste également sur ce point, parce que le retour de la neutralité sous cette forme de neutralité de puissance grise, comme on l'a vu dans le pacte nippo-soviétique, fait également son retour. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que cela passe à nouveau par la Russie. Vous savez, j'admire beaucoup la diplomatie russe, car elle est extrêmement diversifiée et en réalité très ouverte à cette idée de neutralité. Ce que je vous montre ici, c'est la traduction anglaise de l'accord de partenariat stratégique russo-nord-coréen. Je dois toutefois préciser qu'il ne s'agit pas d'une version officielle. C'est le document le plus officiel que j'ai pu trouver. Il s'agit d'un rapport des Nord-Coréens eux-mêmes, diffusé par le radiodiffuseur d'État nord-coréen KCNA, sur ce qu'ils affirment être contenu dans cet accord. Donc c'est la meilleure source que j'ai pu trouver. Si vous avez une version officielle russe ou autre, merci de me l'envoyer. Mais ce que je peux trouver ici, dans cette traduction en anglais nord-coréenne de l'accord, c'est qu'il y a une clause très intéressante, à savoir, lisez ceci, les deux parties, donc la Russie et la Corée du Nord, les deux parties, dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationale, doivent discuter et coopérer l'une avec l'autre. Désolé, ce n'est pas celle-là que je voulais mettre en avant. Sorry, that's not the one that I wanted to highlight. Here, this is the one that I wanted to highlight. Each side is Voici celui que je voulais mettre en avant. Chaque partie est tenue de ne conclure avec aucun pays tiers un accord portant atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'inviolabilité territoriale ou au droit de l'autre partie de choisir librement son développement ou ses actions militaires. L'important, c'est que chaque partie est obligée de ne pas conclure avec un pays tiers
un accord qui porterait atteinte à l'autre partie. Il s'agit en fait d'un accord de neutralité moderne, inclus dans l'un des derniers traités bilatéraux de sécurité conclus par la Russie. Cela signifie que, évidemment, la partie tierce potentielle ici pourrait être la Chine, n'est-ce pas? Potential third party here could be China, right? This is an agreement that if Il s'agit d'un accord selon lequel, si la Chine et la Russie, ou la Chine et la Corée du Nord, devaient un jour entrer en conflit l'une avec l'autre, l'autre partie, c'est-à-dire la Russie ou la Corée du Nord, n'aiderait pas la Chine dans ses démarches, n'est-ce pas? On promet à l'autre partie, avant même qu'un nouveau conflit n'éclate, de rester neutre. Cette version-ci ne mentionne pas le mot neutralité, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Et c'est aussi pourquoi j'insiste sur le fait qu'il serait pertinent, dans un but de recherche, d'introduire cette notion de neutralité au sens analytique. Il existe la neutralité au sens juridique, telle qu'elle est codifiée dans les conventions de La Haye. Il y a les politiques de neutralité des États, comme la Suède, qui a adopté une politique de neutralité pendant 200 ans. Ce n'était pas une neutralité juridique, ce n'était pas une neutralité codifiée, c'était une neutralité inscrite dans leurs documents de politique étrangère. Mais il y a aussi des États qui utilisent la neutralité au sens analytique pour mener leur politique étrangère. Les grandes puissances ont utilisé cela. La grande puissance la plus importante qui a utilisé la neutralité, même une politique de neutralité, avec beaucoup de succès, fut bien sûr les États-Unis d'Amérique, où en 1793, George Washington a proclamé la neutralité des États-Unis, et ils s'y sont tenus. Une neutralité vis-à-vis de l'Europe, plus ou moins par intermittence, mais plus ou moins, pendant 150 ans. Et ce n'était pas du tout une neutralité pacifique. C'était une neutralité très belliqueuse, une manière d'utiliser la neutralité. Car bien qu'ils aient été plus ou moins neutres vis-à-vis du continent européen et de la folie de la politique des grandes puissances européennes, ils étaient en réalité très belliqueux envers leur propre population autochtone sur le continent nord-américain, et aussi, finalement, envers Hawaï, n'est-ce pas? Les États-Unis ont englouti le royaume d'Hawaï, le royaume d'Hawaï neutre. D'ailleurs, et ils ont mené des guerres. Les Américains ont toujours mené les guerres qui leur étaient commodes, qui leur étaient favorables. Mais ils se sont tenus à l'écart des guerres dont ils n'avaient rien à gagner. Et cette forme de neutralité les a menés là où ils sont aujourd'hui. Une grande puissance. Et les Russes, la Russie, historiquement aussi, ont été très habiles à utiliser la politique de neutralité de manière systématique. Même la neutralisation d'États tiers, la Russie l'a fait à maintes reprises. La Suisse ne serait pas neutre si la Russie ne l'avait pas effectivement proposé lors du Congrès de Vienne en 1815. C'est la Russie qui a soulevé la question, en raison de certaines relations personnelles avec un délégué suisse. L'Autriche ne serait pas neutre si la Russie n'avait pas accepté cela comme moyen de régler la question autrichienne. L'Union soviétique a suggéré la neutralité pour une Allemagne unifiée. Et je fais partie du groupe de personnes, avec quelques autres chercheurs comme Michael Geyer, qui pensent que Staline était réellement sérieux, ou que, disons, l'Union soviétique était sérieuse lorsqu'elle a effectivement proposé cela comme une possibilité. L'Union soviétique a également utilisé de manière très importante ses liens avec les États neutres et non alignés afin de renforcer ses relations internationales. J'ai déjà évoqué la manière dont les Soviétiques utilisaient la Finlande neutre, comme moyen de négociation avec les Européens lors de la CSCE. Et nous avons de nombreux exemples de ce type. Je dirais simplement que l'étude de ce phénomène de neutralité de pays tiers ou d'interaction de pays tiers avec des belligérants nous aiderait et nous aidera à naviguer dans le monde multipolaire à venir. Il va devenir multipolaire et le monde que nous voyons sera bien plus proche du 19e siècle
et de la façon dont la politique internationale fonctionnait pendant le système du concert. Je pense donc que nous devrions ressortir et dépoussiérer certains de ces concepts anciens. Et, vous savez, la loi de la neutralité elle-même n'a pas disparu. Il existe d'excellents ouvrages et des analyses récentes sur la loi de la neutralité. Celui-ci, par exemple, de James Upchurch. La loi de la neutralité existe toujours. Elle n'a été développée que de manière très marginale au cours des 80 dernières années, mais on pourrait simplement la dépoussiérer et essayer d'utiliser ces concepts réalistes de multipolarité afin de, aussi, disons, parmi les États des BRICS, créer certaines lignes directrices et principes de base sur la manière dont les États interagissent lorsque d'autres entrent en conflit. How states interact when others get into conflict, because conflict is the most natural thing on earth to happen. What is not natural is Parce que le conflit est la chose la plus naturelle au monde. Ce qui n'est pas naturel, c'est qu'il se transforme en guerre et en massacre de masse. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que le conflit puisse exister sans dégénérer en atrocité de masse, n'est-ce pas? Si nous parvenons à utiliser l'ensemble des outils à notre disposition, et la neutralité en fait partie, pour créer un système international doté de mécanismes et de soupapes permettant de relâcher la pression, et où nous pouvons utiliser des forums comme les tribunaux internationaux et les cours d'arbitrage pour régler les différends, ou du moins pour maintenir les différends en dessous du seuil de l'agression armée, alors ce serait un grand pas en avant.